Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle capsule, le Crypto Crypteur. Et aujourd'hui, on va parler quelle est la différence entre Flare Network et Flare Finance. On va en parler parce que c'est une question qui revient beaucoup, qui semble pas très claire aux yeux des gens. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, puis on va en parler, puis on va démystifier le tout. Alors on commence ça. Direct là. Bon ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule, bien sûr, de Crypto Crypteur. C'est moi ça. On va enlever le CR John, parfait. Donc, ouais, ben écoutez, j'ai vu aujourd'hui, hier, beaucoup de questions et aussi dernièrement. Les gens, je pense, ont un peu de misère à faire la différence entre Flare Finance et Flare Network. Je pense que c'est assez important quand même de pouvoir la faire parce que c'est pas du tout la même chose en tant que tel. Donc, avant de commencer, bien sûr, je vous demanderai de faire un petit pouce vers le haut, un petit like, partager la vidéo, abonnez-vous, hein? Abonnez-vous. Puis si jamais vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aussi vous abonner en prenant des forfaits de base. Le premier commence à 2 € par mois. Je vous le dis. Si ça vous tente, c'est comme vous voulez. Et aussi, la bonne manière d'aider dans tout ça, c'est que là, moi, je commence à avoir beaucoup de questions qui rentrent. Donc, il y a beaucoup de gens aussi que je sais qui connaissent bien le sujet. Je pense qu'une des bonnes manières maintenant que vous pouvez de contribuer à tout ça, c'est de prendre le temps de répondre vous aussi en dessous des commentaires à mes vidéos, sur les groupes Facebook, sur Twitter. N'hésitez surtout pas. Parce qu'une fois, moi, quand je vois les réponses, les réponses aux questions données, ben, ça m'économise du temps. Puis là, veux pas, mais mon channel grossit, fait que j'ai de moins en moins de temps pour répondre à tout le monde. Et là, ben, je vais devoir commencer à répondre aux questions peut-être un peu plus précises que des questions que j'ai déjà répondues dans d'autres vidéos. Sans être méchant, le temps, c'est de l'argent. Et le temps, ben, je veux dire, j'en ai pas énormément. Donc, ouais, c'est ça. Tout ça pour vous dire que si vous connaissez les réponses, n'hésitez surtout pas à aider les gens qui connaissent moins le sujet. On n'a pas tous le temps et je comprends de prendre le temps de tout vérifier, de tout rechercher, même si je le conseille fortement à tout le monde de toujours le faire. Des fois aussi, un petit coup de main, ça l'aide parce que moi aussi, j'ai des petits coups de main de mon côté en tant que YouTuber. Il y a des gens qui sont bien gentils et à tous les jours me donnent un coup de main. Donc, on va commencer. On va commencer par vous montrer que vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est pas mal une des meilleures places que vous pouvez me suivre et interagir avec moi sur Twitter. Il y a aussi, pour le lancement de Flare Finance, il y a un groupe Discord qui existe de Flare Finance. Le groupe, il est incroyable. Ça fait 3 jours que je suis dessus et pour vrai, les gens sont très aidants. Et en plus, il y a un sous-groupe français où je suis. Maurice y est aussi. Il y a plein d'autres mondes aussi qui y sont. Fait que je vous encourage aussi d'aller sur le groupe de Discord. Et en plus, demain, ça sera le 25, pour ceux qui regardent la rediffusion. Ça sera la place où ce qu'on verra toute l'annonce pour le lancement de demain. Donc, c'est la première place que les annonces vont apparaître. C'est sur le groupe Discord. Fait que je vous encourage à aller sur le groupe Discord. Je vais laisser le lien dans ma description. Sinon, vous pouvez voir que j'en ai un lien sur mon Twitter aussi. Donc, qu'est-ce que Flare Network? Quelle est la différence entre Flare Network et Flare Finance? Bon, de base, pour faire ça simple, puis que vous allez pas mal tous comprendre, imaginez Flare Network comme étant Ethereum et Flare Finance comme étant un projet DeFi roulant sur Ethereum. Ou un projet autre comme USDT, comme tous les tokens ERC20. Là, en gros, Flare Network, c'est Ethereum. Et toutes les applications qui sont montées dessus, Flare Finance en serait une, en d'autres termes. Pour faire ça vraiment simple, je pense qu'avec ce genre de façon de vous l'apporter, vous avez tout compris un peu déjà en partant c'est quoi la différence.
Moi, je vois Flare Finance comme une application bancaire décentralisée. C'est vraiment ça que moi, je retiens de Flare Finance. Au lieu de mettre notre argent en banque et que la banque le gère à notre place et qui font des prêts à d'autres personnes, qui ramassent des intérêts en passant et qui distribuent les miettes aux gens qui sont à la banque, parce que malheureusement pour moi, c'est comme ça fonctionne les banques. C'est des miettes qui distribuent. Flare Finance, eux, vu que c'est une application décentralisée, ben, toutes les miettes, il n'y en aura pas. Toutes les choses vont être distribuées dans tous les gens qui participent au network. OK? Donc, c'est important de comprendre parce que c'est là, quelque part, on va peut-être même faire des profits. Bien sûr, il y a des risques toujours avec des projets comme ça qui sont un peu, on pourrait dire, des projets DeFi. Il y a toujours des risques. Il y a des choses qui sont plus risquées et moins risquées. C'est vraiment prendre le temps de bien se renseigner aussi, mais c'est pour ça que le bêta test demain, vous allez pouvoir jouer avec de l'argent Monopoly qui n'existe pas. Et même si vous perdez tout, c'est pas grave. Déjà là, de un, si vous perdez tout, de toute manière, vous allez peut-être comprendre comment vous avez tout perdu. Vous allez comprendre de vos erreurs. Sinon, si vous avez réussi à faire grossir votre sac, votre bague, ben vous allez encore mieux comprendre le système quand ça va être votre propre argent. Donc tout ça, demain, c'est le meilleur temps pour le pratiquer. Avec de l'argent Monopoly, vous allez pouvoir tout voir comment que les systèmes, il y a plusieurs systèmes, vous allez tout voir comment ça fonctionne. Je ne sais pas s'ils vont toucher à tout, mais déjà là, en partant, ça va être une bonne manière de faire le ménage dans tout ce qu'on ne comprend pas. OK? Donc, je pense que j'ai tout dit. On peut commencer. On va aller voir c'est quoi Flare Network. Fait que j'ai pris un article de Coin Bureau. Elle date un peu, mais elle était quand même assez complète. Et je vais vous en lire beaucoup des choses sur Flare Network puis Flare Finance. Fait que soyez à l'affût. Flare Finance, il y a une chose que je veux vraiment que vous portiez attention, mais que je sois rendu à Flare Finance, qui explique un peu où sont les risques. Okay? Ce que j'en comprends. Je peux me tromper. Je le dis toujours. Je peux me tromper. J'ai pas peur de me tromper. J'ai pas peur que le monde dise « Ah, Ben s'est trompé ». Moi, j'apprends de mes erreurs parce que je suis capable de les reconnaître. Quand je fais une erreur, je suis capable de la reconnaître, fait que je passe à autre chose. Je reste pas figé sur l'erreur, puis de dire que c'est tout le monde au lieu de moi. Donc, je vous demande de comprendre qu'il y a certaines choses peut-être que j'expliquerai pas super bien, que je comprends pas nécessairement super bien, mais justement, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Comme ça, il y a des gens qui peuvent se rajouter et expliquer un peu les erreurs sur les, comme je disais tantôt, sur les réseaux. Les gens peuvent répondre à des questions. Moi-même, je peux en apprendre. Donc, gardons en tête qu'on est tous là pour s'élever ensemble. C'est vraiment ça le but. Et moi, j'essaie de vous démystifier le tout pour qu'au moins vous ayez des bases pour commencer. Là-dessus, on commence pour vrai. Yes! Donc, examen du réseau Flare. Réseau de contrats intelligents pour XRP. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Malheureusement, je fais plus beaucoup de vidéos XRP dernièrement, hein, parce que pour moi, Flare est directement relié à XRP, hein, parce que tout le monde qui a eu du XRP qui me suit depuis le début, vous avez tous demandé vos Flare. Je suis pas mal certain que tout le monde a demandé leur Flare. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de channels français qui démystifient le Flare. Donc, oui, j'ai laissé un petit peu tomber dernièrement le XRP, même s'il y a des merveilleuses nouvelles qui se brassent, pour pouvoir me concentrer sur Flare et que vous soyez le mieux préparé possible, tout le monde. C'est vraiment ça le but. Donc pour moi, XRP, Flare, ça va ensemble. C'est indéniable. On ne peut pas les séparer. C'est un réseau qui profite de l'autre réseau. Les deux sont connectés ensemble pour s'aider. Donc, en tant que troisième plus grande crypto-monnaie, la plupart des gens familiers avec l'espace ont entendu parler de XRP et non Ripple. J'ai ça, hein, qui continue à utiliser Ripple. Et comprennent qu'il s'agit d'un réseau mondial de paiement et de change qui a été conçu pour remplacer le système bancaire Swift obsolète. Bon, on peut mettre des parenthèses sur cette dernière phrase. Eh bien, que cela fonctionne très bien pour ce cas d'utilisation spécifique, sinon il a montré une utilité limitée dans d'autres fonctions. C'est pour cela, cela pourrait être cependant, non, désolé, je recommence. Cela pourrait cependant être résolu car le réseau Flare a été créé
dans le but d'améliorer l'utilité des jetons XRP en créant un réseau avec une capacité de contrat intelligent pour le jeton XRP. Et c'est un petit peu là qu'on peut dire aussi la différence entre Flare et Ethereum. Ethereum, c'est vraiment son propre réseau. Fonctionnait quasiment que pour lui-même, dans un sens. Même si on peut rajouter des bitcoins à l'intérieur puis plein d'autres contrats. Là, on part vraiment de la base que c'est venu du XRP, le Flare. Pour être certain que les contrats intelligents ne soient pas ajoutés au réseau XRP Ledger, parce qu'ils disent Ripple, mais le seront sur le réseau Flare à la place, et ce réseau prendra alors en charge l'utilisation de XRP en tant que FXRP. Le réseau Flare a également son propre jeton appelé Spark FLR, qui a récemment été remis aux détenteurs de XRP dans un airdrop qui fait beaucoup de bruit dans la communauté. Si tout cela semble intéressant, prenez quelque chose à boire et préparez-vous à savoir plus sur le réseau Flare. Donc déjà là, Flare Network, Spark, ensemble. OK? Fait que tout ce qui a rapport avec les questions de Spark a rapport avec Flare Network. C'est pas un voyons, un D Flare ou c'est pas un Y Flare. Spark, Flare, le token a rapport avec le Flare Network. Donc, toutes les questions que vous avez par rapport à Flare Network ne vont pas dans la case Flare Finance. OK? Qu'est-ce que Flare? Flare a été créé par Hugo Filion, qui est un Canadien, pas un Canadien français, mais d'origine de parents canadiens français. J'ai appris ça en lui posant directement la question. Mais pas un Québécois. Pas la même chose, un Canadien et un Québécois dans ma tête. Et chez Sean Rowan, afin de résoudre deux problèmes de base de la blockchain. Bon, c'est quoi les deux problèmes de base? Les trois quarts de la valeur des jetons publics de la blockchain ne peuvent pas être utilisés avec des contrats intelligents. Voyons, j'ai bien de la misère. Je recommence. Les trois quarts de la valeur des jetons publics de la blockchain ne peuvent pas être utilisés avec des contrats intelligents de manière sans confiance. C'est la question du besoin immédiat, selon Filion et Rowan. Le deuxième point. Les orientations prises pour tenter de mettre à l'échelle les réseaux de chaînes de blocs pourraient conduire à des problèmes futurs potentiels, car de nombreux réseaux abordent la mise à l'échelle par le biais d'un consensus de preuve d'enjeu ou d'une variante de celui-ci. Tous ces protocoles tirent leur sécurité du du jeton natif de la blockchain. Cela pose un problème à la fois immédiat et à long terme. D'autres termes ici, comme on parle d'un XRP, mettons, pour inclure les contrats intelligents, ça amène quelques petits problèmes point de vue de la sécurité du réseau. Problème de preuve d'enjeu. Donc, en anglais, si vous voulez savoir c'est quoi la preuve d'enjeu, c'est le proof of stake. OK? Selon Flare, le problème le plus immédiat avec le consensus proof of stake est qu'il n'est pas correctement conçu pour permettre des utilisations alternatives en toute sécurité des jetons natifs. Un peu ce que je viens de vous expliquer. Comme nous le voyons avec l'explosion des plateformes DeFi, tout détenteur de jetons rationnels capable d'augmenter le rendement de son jeton en fournissant des liquidités à une pièce stable le fera. Le problème est que cela éloigne les jetons du jalonnement, les jetons en stake, et menace la sécurité du réseau. À plus long terme, le problème potentiel vient de la possibilité qu'au fil du temps, la valeur d'un jeton de jalonnement n'augmente pas. Si cela se produit alors que le trafic réseau augmente, le réseau devient également de plus en plus dangereux. Bien qu'un jeton de valeur plus élevée soit bon pour la sécurité du réseau et pour les investisseurs du jeton, il est mauvais si nous voulons que la décentralisation devienne la norme pour faire des affaires. Lorsque la valeur du jeton augmente, cela détourne le capital d'autres utilisations. À long terme, cela devient un problème car, à terme, dans un réseau de contrats intelligents utilisant une preuve de participation, l'échelle du capital nécessaire simplement pour sécuriser le réseau deviendrait trop élevée pour être réalisable. En fin de compte, les réseaux Proof of Stake peuvent évoluer pour les transactions, mais ils ne peuvent pas évoluer pour la valeur. Donc, c'est sûr que ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre en bon québécois du charabia, mais faites juste comprendre que
c'est mieux pour XRP qu'un réseau comme Flare soit à l'extérieur, mais liés ensemble. Je vais fermer ça. Comment Flare vise à résoudre ces problèmes? Flare propose une nouvelle façon de faire évoluer les plateformes de contrats intelligents sans lier la sécurité du réseau à la valeur du jeton. Bien que le réseau nécessite toujours un jeton natif pour dissuader le spam, ce jeton n'est en aucun cas lié à la sécurité du réseau. Flare utilise le jeton FLR comme jeton natif et il est bien adapté pour permettre l'utilisation sans confiance de jetons complets non-Turing avec des contrats intelligents. Flare se nomme le premier réseau complet de Turing Federated Byzantine Agreement, FBA. Il utilise le protocole de consensus Avalanche, que je vous ai parlé dans d'autres vidéos d'avant. C'est un peu ce qui va permettre de ramener des applications Ethereum sur Flare, qui a été adapté au consensus FBA. L'avantage d'utiliser FBA réside dans sa capacité à assurer la sécurité du réseau sans compter sur des incitations économiques pour les détenteurs. Parce que Flare utilise une version de la machine virtuelle d'Ethereum EVM, il est capable d'exécuter des contrats intelligents complets de Turing. Donc, c'est quoi Federated Byzantine Agreement? Je vais vous en parler un petit peu ici. Donc, l'accord byzantin fédéré. Je vais vous lire des grandes lignes pour essayer de garder ça court. La manière la plus traditionnelle de parvenir à un consensus est via un accord byzantin. Entre parenthèses, un concept fondamental de la technologie blockchain. Les nœuds sur une blockchain valident des blocs de données et atteignent un consensus sur la solution à un problème donné. Un accord byzantin est atteint lorsqu'un certain nombre minimum de nœuds, entre parenthèses appelés quorum, reconnaît que la solution présentée est correcte, validant ainsi un bloc permettant son inclusion sur la blockchain. Donc, dans les systèmes FBA, il n'est pas nécessaire que chaque nœud soit connu et vérifié à l'avance. L'adhésion est ouverte et le contrôle est décentralisé. Les nœuds peuvent choisir à qui ils font confiance. Les quorums à l'échelle du système émergent des décisions prises par des nœuds individuels. Donc, c'est quoi un quorum? Un quorum est le nombre de nœuds requis pour parvenir à un accord au sein du système. Les FBA utilisent à la place des tranches de quorum. Une tranche de quorum est un sous-ensemble d'un quorum qui peut convaincre un autre nœud spécifique d'accepter. Puis en gros, c'est ça. Je voulais regarder ça pas trop compliqué. Il y avait aussi des avantages intéressants à donner pour le FBA. Donc, les avantages, c'est une adhésion ouverte et contrôle décentralisé. Pas de portier ni d'autorité centrale. Les nœuds individuels peuvent décider à qui ils font confiance pour l'information. La possibilité de choisir à qui chaque nœud fait confiance décentralise le réseau. Les nœuds peuvent avoir plusieurs tranches de sous-quorum. Faible barrière à l'entrée, tout le monde peut adhérer. Robuste face à une panne. Un nœud peut tomber en panne et le reste du réseau restera intact. Les nœuds peuvent être programmés pour faire confiance à des tranches de quorum ou à des sources externes en fonction des performances au fil du temps. Le choix des nœuds individuels peuvent être basés sur des critères externes, entre parenthèses. Par exemple, un nœud appartenant à une société de financement automobile pourrait nécessiter un accusé de réception d'un nœud bancaire de confiance, d'une agence de crédit de confiance et d'un nœud associé au département of Motor Vehicles pour accepter une transaction comme étant valide. Donc, bien sûr, c'est comme un peu, on va acheter une auto, mais il y a plusieurs entités qui vont rentrer en place quand on va acheter une auto. Mais c'est ça. Ça peut être fait sous, en tant que tel, un choix individuel des nœuds à qui on fait confiance. Donc, c'est pas mal ça pour un accord byzantin fédéré. On va continuer à l'explication de Flare Network. Donc, j'avais lu ici. J'avais-tu lu tout ça, moi? Ouais, j'avais lu ça. Moi, je pense que j'avais lu ça. Le FBA a été critiqué car il peut conduire à une topologie fragile où la défaillance d'un seul nœud peut entraîner la défaillance de l'ensemble du réseau.
Flare évite cela en implantant une topologie UNL, Unique Node List, pour souligner la clarté et la facilité d'utilisation tout en conservant la propriété d'appartenance ouverte de la FBA. Alors que Flare permet à Turing une utilisation complète des contrats intelligents, il dispose également d'un protocole construit au-dessus du réseau qui lui permet l'émission, l'utilisation et le rachat sans confiance de XRP sur Flare. Flare appelle ce protocole FXRP et permet à XRP de devenir FXRP sur Flare, sécurisé par le jeton Flare natif. En substance, cela permet à XRP d'utiliser des contrats intelligents et peut également créer un pipeline sans confiance pour XRP vers d'autres réseaux à des fins d'interopérabilité. Donc, ici, on nous explique, en gros, que en n'étant pas monté sur le même réseau que le XRP Ledger, Flare permet de lui amener les contrats intelligents sans modifier la sécurité du réseau XRP, qui a quand même été prouvé depuis longtemps. Présentation. J'avais-tu tout dit? Ouais. Cette méthodologie générale peut également être entendue à tout autre jeton complet non-Turing. Et la capacité de le faire a été incluse dans la gouvernance et les systèmes du réseau. Cela signifie que tout jeton complet non-Turing peut éventuellement accéder à la possibilité d'utiliser des contrats intelligents et devenir interopérable via Flare. Et là, j'oserais m'avancer à dire c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé avec Litecoin puis Dodge. Je m'avancerais. Mais je ne suis pas certain. Mais je pense que c'est ça. Présentation de FXRP. Le problème auquel l'équipe Flare est confrontée pour apporter XRP au réseau Flare est l'impossibilité d'un contrat intelligent de blockchain public pour contrôler l'adresse XRP. Là, c'est ça. En gros, Flare Network nous permet d'amener des FXRP sur Flare Network. On garde ça en tête. Donc, et l'impossibilité d'un contrat intelligent de blockchain public pour contrôler une adresse XRP. En effet, les contrats intelligents n'ont aucun moyen de stocker une clé secrète et de maintenir sa confidentialité. Si Flare essayait d'introduire XRP sur le réseau en utilisant uniquement du code, il faudrait également qu'un groupe d'individus se réunisse et utilise une adresse multisignature qu'ils contrôlent collectivement pour autoriser les transactions. Bien sûr, cela signifierait que FXRP dans ces conditions ne serait ni décentralisé ni sans confiance et ce serait inacceptable. Je vais vous lire le dernier paragraphe, puis après ça, on va essayer de voir le petit tableau. Avec la mise en œuvre actuelle de FXRP, tout détenteur de XRP peut envoyer ses jetons à un agent. On retient le mot agent. Tout détenteur de XRP peut envoyer ses jetons à un agent sur le réseau XRP. L'agent détient le XRP et communique avec les contrats intelligents sur Flare, qui émettent FXRP à un ratio de 1 pour 1. Ces jetons FXRP sont également sécurisés avec Flare, à un ratio de 1 pour 2.5. Ainsi, pour chaque FXRP émis, il doit y avoir 2.5 Flare mis en jeu. Cela permet de sécuriser le XRP détenu par l'agent et d'éviter tout intermédiaire décentralisé. Et je m'avance, mais je crois aussi que ça permet aussi à ce qu'il y ait une fluctuation du XRP puis que ça soit pas trop, ça se répercute pas trop sur le FXRP, mais je mets des réserves sur ce que je viens de vous dire. Donc dans le tableau, on va le grossir un peu. On va essayer de voir si je peux le grossir plus encore pour que tout le monde puisse le voir. Donc, sur le ledger d'XRP, il y a quelqu'un qui, de l'origine, qui envoie des XRP à un agent. Donc, on voit ici un agent 1, 2, puis ainsi de suite jusqu'à des milliers, j'imagine. Et pour l'opération inverse, les agents renvoient les XRP après avoir défait le FXRP. Donc, on envoie des XRP à un agent. Il le transforme en FXRP contrat intelligent. Et c'est là que vos XRP sont.
Et après ça, là, le reste, ça devient un petit peu plus compliqué pour moi à expliquer comme ça, je vais vous avouer. Mais ici, on voit qu'on peut après ça envoyer nos XRP à un agent Flare. OK, ici, c'est un agent XRP Ledger. Et ici, c'est un agent XRP Flare. Et lui aussi, il peut renvoyer, il peut accepter et renvoyer tout en changeant, j'imagine. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que le smart contract va pouvoir être conçu. Je crois. C'est ce que j'en comprends. Le FXRP va être envoyé à un agent qui va faire en sorte qu'il va collatéraliser les Sparks avec les FXRP. Après ça, ici on voit un paiement XRP Ledger et FXRP token. Donc comme je vous dis un peu, là ici ça devient un petit peu plus compliqué pour moi de bien vous l'expliquer, donc je vais laisser tomber un peu. Mais c'est surtout de comprendre que il y a des agents sur le XRP Ledger qui vont pouvoir envoyer vos XRP sur Flare Network et vous créer des FXRP. Donc, un XRP avec 2.5 Flare, vous créez un FXRP. Ça, c'est quand même intéressant à le comprendre. Comment fonctionne FXRP? On va peut-être même mieux le comprendre ici. Les propriétaires de Flare peuvent envoyer leurs jetons contre intelligent sur Flare, qui compose le système FXRP. Il s'agit essentiellement de fournir une garantie au système FXRP. Ces contrats intelligents sont appelés agents. Le système FXRP sera composé de nombreux agents. Appelons l'un d'entre eux Guy. En tant qu'agent du système FXRP, Guy a jalonné 5000 flares en garantie. Le système nécessite 2.5 flares pour chaque jeton FXRP émis. Si le taux de change du FLR en XRP est actuellement de 10 pour 1, ces 5000 FLR permettront à Guy d'émettre 200 FXRP, soit 5000 divisé par 10, entre parenthèses, divisé par 2.5. Donc on a le 2.5 de tantôt. Et le taux de change du FLR en XRP serait de 10 pour 1. Ça veut dire que les 5000 permettront à Guy d'émettre 200. Fait que dans le fond, on prend le 5000, on le divise par 10, ce qui donne 500. 500 divisé par 2.5 donnerait 200. Comprenez? Maintenant, Guy est prêt à frapper FXRP. Lorsqu'un détenteur d'XRP souhaite créer FXRP, il envoie une transaction au système FXRP. Le titulaire qui initie cette transaction est appelé un donneur d'ordre. Afin de créer FXRP, il paie également des frais de 0.01%, de 0.1% de la valeur de la transaction. Les frais vont à l'agent et la transaction indique à l'agent à quelle adresse il doit envoyer FXRP lorsqu'il est frappé et d'où proviendra le XRP dans le grand livre XRP. Donc le 0.1% des frais, ça se peut que ça soit là qu'on en gagne un peu, mais je suis pas sûr. Donc, en supposant qu'il y ait suffisamment de garantie dans le FXRP, il est verrouillé pour sécuriser le FXRP. Ce qui rend la transaction sans confiance car l'initiateur n'a pas à faire confiance à l'agent qui a maintenant une incitation à retourner le XRP lorsqu'il est invité à le faire, ou à perdre le FLR qui est détenu en garantie. Si le système ne dispose pas de suffisamment de garantie, il retournera le XRP et les frais à l'initiateur. Il est essentiel de noter que le ratio de garantie est de 2.5 doit être maintenu à tout moment. Si à tout moment la valeur de XRP augmente ou si la valeur de FLR chute de sorte que le ratio tombe en dessus de 2.5, Guy aura un court laps de temps pour restaurer le ratio en ajoutant plus de jetons FLR ou en achetant des jetons FXRP à échanger. Ça, c'est assez important ici quand même de bien comprendre ce bout-là. OK, je le répète parce que c'est un peu là que toutes les les risques se trouvent, je crois. Tout dépendant des prix, comment ils fluctuent entre XRP et Flare, ça va changer. Il faut garder un peu l'œil là-dessus pour ne pas perdre notre argent.
Il est essentiel, je le répète encore une autre fois, il est essentiel de noter que le ratio de garantie de 2.5 doit être maintenu à tout moment. Si à tout moment la valeur de XRP augmente ou la valeur de FLR chute de sorte que la ration tombe en dessous de 2.5, Guy aura un court laps de temps pour restaurer le ratio en ajoutant plus de FLR ou en achetant des jetons FXRP à échanger. Donc vous avez quand même un laps de temps pour répondre avant que ça soit fait. Si pour une raison quelconque, Guy est incapable ou refuse de restaurer le ratio de garantie de 2.5, sa garantie est mise aux enchères afin de racheter le FXRP qui a été émis contre lui. S'il reste des garanties après, que ce type soit en mesure de conserver ce reste. Si Guy garde la garantie égale ou supérieure à 2.5, tout va bien. Plus tard, lorsque l'expéditeur décide de racheter le FXRP dans le grand livre XRP, il effectue une transaction pour le faire, en informant le système de l'adresse accréditée du XRP. Guy recevra des instructions du système concernant la quantité de XRP à renvoyer et l'adresse à laquelle l'envoyer. Parallèlement à cela, il recevra également 2 délais dans lesquels la transaction doit être terminée. On parle de 2 délais. S'il termine la transaction avant la première échéance, il recevra la totalité de sa garantie. Cependant, si le premier délai passe et qu'il termine la transaction avant le deuxième délai, une petite pénalité sera facturée avant que le reste de sa garantie ne soit retourné. Cette pénalité est brûlée par le système. S'il termine la transaction avant la première échéance, il recevra la totalité de sa garantie. Cependant, si le premier délai passe et qu'il termine la transaction avant le deuxième délai, une petite pénalité sera facturée avant que le reste de sa garantie ne soit retourné. Cette pénalité est brûlée par le système. Si Guy ne parvient pas à terminer la transaction avant la deuxième limite, le deuxième délai, cela est considéré comme un échec de remboursement. Dans ce cas, l'initiateur est rémunéré avec des jetons Flare de la participation de Guy, plus 1% supplémentaire pour couvrir les coûts de transaction liés à l'utilisation de ce FLR pour racheter du XRP. Le FLR restant de la garantie de Guy voit 50% brûlé comme une pénalité et les 50% restants sont retournés à Guy. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'il va falloir bien comprendre comment ce ratio fonctionne pour ne pas perdre de l'argent, de la valeur. C'est très important. C'est peut-être compliqué, mais demain, avec le Flare Finance, je crois qu'on va pouvoir le voir. Encore là, j'ai mis des réserves, je ne suis pas à 100% sûr, mais je crois. Je crois. Donc, FLR et application dépendante. Le système FXRP est notre premier exemple de l'application dépendante FLR, entre parenthèses, SDA. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Il s'agit d'une app qui utilise FLR comme garantie des détenteurs de jetons FLR pour la gouvernance, Flare Time Series Oracle, FTSO, ou une combinaison de ces éléments. Notez que ce sont tous des éléments optionnels. Toute application sur le réseau Flare est capable de fonctionner en utilisant uniquement Flare pour les coûts de transaction et de paiement. Dans le cas du système FXRP, il utilise Flare comme garantie. Flare Time Series Oracle pour suivre le prix, XRP/FLR, et la propriété du jeton Flare définie pour la gouvernance sur certains paramètres tels que les frais de création FXRP et le ratio de garantie. Le modèle SDA fournit un modèle aux développeurs pour étendre l'utilisation des 3 éléments facultatifs. Là, ce qu'il faut comprendre un peu, c'est que Flare Time Series Oracle, ce que j'en comprends, est vraiment là pour donner à jour tout le temps des prix sur le Litecoin, sur le BTC, sur le Dodge, puis sur le XRP et sur le Flare. C'est un peu comme si on aurait pris Chainlink puis on l'aurait incorporé directement dans Flare.
On pourrait dire ça grosso modo. Chainlink fait un petit peu la même chose que FTSO. Il est là pour donner des prix à tout le monde. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas besoin de Chainlink dans ce réseau-là. On a FTSO. Et FTSO va avoir aussi ses frais à lui, bien sûr, j'imagine, en tout cas. Et ça ne sera pas beaucoup, quoi, pour le réseau, en tant que tel. Flare Time Series Oracle. Les détenteurs de Flare sont éligibles pour contribuer au FTSO, pour aider à former des estimations précises des données hors chaîne, tout en conservant la décentralisation. La structure du FTSO permet de nombreuses estimations de toute série chronologique hors chaîne. La valeur XRP/Flare est un exemple d'une telle série chronologique. La participation des données de série chronologique comporte généralement deux groupes participants. L'un est le détenteur du jeton Flare et le second est le détenteur du jeton d'application dépendante que Flare appelle l'actif F. F-Asset. Dans ce cas du système, FXRP, le jeton FXRP est l'actif F. Lorsqu'une application plus complexe nécessite le calcul de plusieurs séries temporelles, l'actif F sera quelque chose de similaire à un jeton de gouvernance EMI. Là, j'ai-tu tout souligné? Moi, il me semble que c'est ça, j'avais souligné moins de stock que ça. Moi. C'est que ça va en faire il y en a encore un petit bout à lire, quoi. Mais c'est très intéressant. J'étais rendu où? J'étais rendu ici. Lors de la création de la série chronologique, le FTSO interrogera chaque participant pour obtenir une estimation de valeur des données. Les détenteurs de Flare fournissent des estimations pour chaque série chronologique. Mais les détenteurs d'actifs F ne peuvent fournir une estimation que pour la série chronologique liée à l'actif F. Donc, si vous voulez avoir un prix, mettons Litecoin, mais ça va être le FLTC, ce que j'en comprends, qui va permettre de donner le prix de Litecoin. Les estimations sont traitées comme détaillées dans la section 4 du livre blanc de Flare et les résultats sont envoyés au système et qui requiert les données de série chronologique. Les détenteurs d'actifs F sont incités à participer et à fournir des données pour contribuer à la sécurité de l'application en utilisant ces données. Les détenteurs de Flare sont incités par le potentiel de gagner une récompense Oracle, qui sont des jetons Flare frappés par le système. Donc, quand on va fournir ces jetons-là au pool, comme FXRP, mais on va gagner des Flare pour l'avoir fait. Le détenteur de jetons FLR gagne cette récompense lorsqu'il fournit des données que le système juge correctes. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une entrée de prix, ça va être ceux qui vont être le plus près du vrai prix de la moyenne qui vont gagner. Je sais que, genre, me semble que 25% par le bas qu'ils enlèvent, puis 25% vers le haut qu'ils enlèvent, puis ils gardent le 50%. Ou quelque chose dans le genre. Mais je sais que c'est pas tous les prix qui sont pris en considération. Les mécanismes spécifiques de ce calcul sont assez complexes et peuvent être vus dans le livre blanc de Flare. Ce système met explicitement tous les jetons Flare dans le système car les non-participants ou ceux qui fournissent des données jugées incorrectes ne gagnent pas de récompense. Ce qui décourage les détenteurs de jetons qui reçoivent la récompense. C'est la version de Flare des récompenses de jalonnement ou d'exploitation minière. Le FTSO sera initié pour fournir les prix suivants pour XRP Flare, USD Flare, BTC Flare, XLM Flare. Seul XRP Flare aura un actif F correspondant au départ. Mais je pense qu'on est rendu maintenant avec des F Litecoin, si je ne me trompe pas, et des F Dodge. Mais ça se peut, je me trompe. Des fois, dans ma mémoire, me joue des tours. Mais bon, dans cet exemple, considérons que FXRP, il est vraiment existant. Des séries chronologiques supplémentaires et leurs actifs F associés peuvent être proposés et acceptés dans le cadre de processus de gouvernance. C'est pour ça que je pense que le F Litecoin et le F Dodge existent. Délégation RPF. Les estimations viendront du FTSO toutes les quelques secondes, mais il est réalisable de supposer que tous les détenteurs de Flare ne seront pas intéressés à participer à la gouvernance du réseau ou qu'ils disposeront du matériel nécessaire pour contribuer au réseau. Et ça me fait penser,
FTSO.EU, vous l'avez vu hier, démo signal. Ben c'est ça. C'est ça le signal. On a un signal provider qui est FTSO. Il va en avoir plusieurs. Et lui, ben, il nous donne le Flare USD, le Flare XRP, le XRP USD, le Litecoin USD, le Flare Litecoin, le Dodge USD, puis le Flare Dodge. Comprenez? C'est ça un peu qu'on parle en ce moment. Donc, parce que l'équipe Flare a supposé que cela était vrai, elle a permis de détacher les votes pour ses responsabilités et les déléguer à d'autres. La délégation peut être annulée à tout moment et si le jeton est transféré vers une nouvelle adresse, la délégation est automatiquement annulée. Donc, la gouvernance de Flare, ça c'est tout dépendant de vos votes. Les détenteurs de jetons Flare votent pour gouverner le réseau et les SDA peuvent également demander à être régis par les détenteurs de réseau Flare. C'est ça qu'à la base, une fois que le système va être parti, ces jetons de vote vont faire en sorte que toutes les nouvelles choses qu'on va vouloir amener à Flare Network vont être votées avec ceux qui ont des votes. C'est pour ça que les votes deviennent importants dans le système. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir aussi faire des retours d'investissement avec vos Flare. Pour les choses qui nécessitent un changement de code, tels que la modification des paramètres de consensus du réseau ou l'ajout d'une nouvelle série chronologique au FTSO, comme mettons on rajouterait Bitcoin, une fondation Flare sera créée. La fondation n'a pas encore été créée, mais ce sera une entité à but non lucratif avec la responsabilité de 5 domaines. Subvention, investissement, recherche et développement, éducation, publicité et partenariat. Parce que la fondation a la fonction de recherche et de développement, ils deviennent partie intégrante du processus de mise à jour du code, de la construction, du test, de l'analyse et du déploiement des modifications de code proposées. La fondation sera créée pour être totalement transparente dans ses activités et ses dépenses. Il publiera un rapport semestriel sur ses activités et ses dépenses. Plus important encore, il n'est pas habilité à établir un ordre du jour, mais est créé d'une manière qui ne lui permet de prendre la direction des titulaires de RPF. En raison de cette restriction, la Fondation ne peut contribuer en quelque manière que ce soit au FTSO, déployer l'un de ses avoirs Flare comme garantie pour toute application sur le réseau, utiliser ses avoirs Flare pour voter à tout vote de gouvernance ou attribuer ses jetons Flare à d'autres pour le faire. En outre, les détenteurs de Flare pourraient voter à tout moment pour dissoudre la fondation, auquel cas il serait nécessaire de mettre fin à toute activité et de brûler l'un de ces jetons restants. OK. On va parler de l'airdrop. Il y a beaucoup de questions. On va parler de ce qui est écrit ici. Flare a choisi de libérer ses jetons dans quelque chose qu'il a appelé une fourche utilitaire. Les fourches traditionnelles sont divisées la base d'utilisateurs d'un réseau avec une partie partant dans leur propre direction, apprenant généralement une position antagoniste par rapport à la chaîne mère. En revanche, la fourche utilitaire est destinée à ajouter de la valeur à la chaîne d'origine. C'est exactement ce que fait Flare. En permettant à XRP de continuer à fournir un règlement rapide, fiable et sans confiance, tout en lui apportant des contrats intelligents et la possibilité de créer des pipelines sans confiance vers d'autres blockchains. C'est un exemple parfait d'apporter un nouvel utilitaire à une blockchain existante. Flare crée 100 milliards de jetons FLR pour refléter le nombre de jetons XRP existants. L'intention au début est de rendre ces jetons disponibles aux adresses n'appartenant pas à Ripple Labs, aux fondateurs de Ripple, aux comptes des baleines et à toutes les adresses qui sont des escrocs connus. Flare a rendu 45 milliards de Flare réclamables par les détenteurs de XRP.
Ces jetons étant alloués aux adresses détenant du XRP au moment où un instantané du Grand Livre a été pris à minuit le 12 décembre 2020. Donc, si vous avez une question concernant vos XRP, est-ce que j'ai le droit d'avoir du Flare? La question que vous vous posez en ce moment, c'est où étaient mes XRP le 12 décembre? J'en avais pas, j'en aurai pas. Ils étaient sur BitTrue, je vais savoir sur BitTrue. Ils étaient sur Coinfield, je vais savoir par Coinfield. Et ainsi de suite. De plus, 30 milliards de Flare sont alloués à la Flare Foundation. Et 25 milliards de Flare supplémentaires sont alloués à Flare Network Limited, qui est l'organisation à but lucratif qui soutient le développement de Flare. Et là, on peut tomber dans les choses un petit peu plus techniques. J'ai pas le goût pour garder un peu les choses un petit peu plus claires. Je peux quand même vous dire ici. Il convient également de noter que Flare a déclaré: vous pouvez réclamer le Flare après la mise en ligne du réseau, mais pas après la date de 6 mois après l'instantané. Depuis l'instantané qui s'est produit le 12 décembre, cela indique que le réseau sera principalement lancé avant le 12 juin. En d'autres termes, vous n'avez pas fait l'opération pour recevoir vos Flares. J'ai une vidéo qui est faite spécialement pour ça. Là, on va mettre de côté les échanges. On va juste parler de ceux qui ont des portefeuilles qui leur appartiennent. Si vous avez les XRP de 12 décembre, vous avez encore 6 mois après l'instantané du 12 décembre pour les réclamer. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Si vous êtes sur un échange, ben là, je ne peux pas répondre à leur place, parler avec le support technique. Moi, j'ai un petit peu de souci avec Coinfield. J'ai parlé avec le support technique parce que j'ai techniquement pas réclamé mes Flares et je suis supposément sur une liste d'attente en ce moment pour les avoir. Qui se cache derrière le Flare Network? Il y a deux personnes en arrière. Il y a Hugo Filion et, comme on a dit au début, on a aussi Shane Rowan. Donc, Hugo Filion, le PDG cofondateur du Flare Network, et Hugo Filion. Avant de créer Flare, il a été le fondateur du système de construction modulaire Future Generation. Il a une formation en investissement. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences et investissement et gestion des risques financiers de la Cass Business School. Plus tard, il a reçu un Master of Science in Machine Learning de l'UCL. Il a également acquis de l'expérience en tant que gestionnaire de portefeuille de produits dérivés sur matières premières dans 2 fonds de plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. L'autre cofondateur de Flare est son directeur technique, Sean Rowan. Sean est impliqué dans l'espace blockchain depuis 2015, lorsqu'il a conçu des protocoles de communication véhiculaire sécurisés exploitant une infrastructure à clé publique basée sur la blockchain avec des collègues de l'UCLA et de DCD. Auparavant, il a obtenu un double BA, baccalauréat, je pense, en mathématiques et un BE, je ne sais pas c'est quoi, en génie électronique et informatique du Trinity College de Dublin. Il a ensuite reçu un Master of Science in Machine Learning de l'Université de Londres, où il a probablement rencontré Hugo Filion. Sean était également ingénieur en recherche et développement chez RHEL à Dublin, en Irlande, où il a développé un logiciel de mise en réseau back-end pour un robot d'assistance aux soins de santé. La dernière version de ce robot, RHEL, a fait la couverture du magazine Time en novembre 2019. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et là, conclusion... je ne vais pas vous lire toute la conclusion, mais j'ai mis une chose en rouge ici. L'autre chose à retenir est que Flare a commencé avec Ripple. Mais théoriquement, il peut ajouter une fonctionnalité de contrat intelligent et une interopérabilité à n'importe quelle blockchain. Étant donné que les 3/4 de la valeur des jetons de blockchain publique ne peuvent pas être utilisés dans des contrats utilisant de manière sans confiance, Flare a
actuellement une énorme courbe de croissance potentielle à venir. Pourquoi Flare? Ouais, la dernière phrase est super importante. Étant donné que les trois quarts de la valeur des jetons de la blockchain publique ne peuvent pas être utilisés avec des contrats intelligents de manière sans confiance, Flare a actuellement une énorme courbe de croissance à venir parce que lui, il peut prendre ceux-là et les incorporer dans le système. Donc, faut pas oublier que Flare Network n'a pas une attitude de maxi. Il y a plus une attitude, comment je peux réunir tout le monde ensemble. On rit beaucoup de Dogecoin, mais là, Dogecoin, en ce moment, on vient de lui créer une utilité. C'est pas quand même à mettre de côté. C'est très intéressant à comprendre. OK. Prochain article, là, on va tomber dans Flare Finance. Donc, j'ai dit, pensez à Flare Network comme Ethereum et Flare Finance comme un projet DeFi. Comme les sushis et compagnie. Là. Donc, qu'est-ce que Flare Finance? Bon, pour moi, Flare Finance est comme une application décentralisée bancaire où ce que les profits sont redistribués qu'aux utilisateurs et non à une tierce partie entre les deux. On ne peut pas faire plus simple que ça. Flare Finance est la première institution décentralisée de financement liée. C'est parce que là, il y a vraiment une drôle de traduction. Là. Je vais le prendre en anglais. Flare Finance is the first institutional grade decentralized finance platform being built on the Flare network. Donc, Flare Finance est la première institution, comme on pourrait dire, bancaire décentralisée de finance. C'est une plateforme qui est construite sur le Flare network. Il fournira à l'écosystème Flare 6 produits éprouvés par l'industrie, comprenant le commerce, l'agriculture en rendement, qui en anglais nous dit que c'est du yield farming, la monnaie stable, le stablecoin, les prêts, l'assurance et l'exploitation minière à rendement, qui est yield mining. Dans l'ensemble, Flare Finance promouvra un écosystème financier véritablement décentralisé avec un système de gouvernance DAO largement diversifié et adaptable qui permet aux détenteurs de garder un véritable contrôle sur l'écosystème et son avenir. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Une plateforme bancaire décentralisée. Flare Finance, Flare Network sont-ils identiques et liés de toute façon? Flare Finance n'est pas lié à l'équipe Flare Networks ou à l'une de ses filiales. Nous sommes une équipe de développement indépendante qui s'appuie sur le réseau Flare avec une certaine supervision par le réseau Flare. Quel produit va proposer Flare Finance? Il va nous proposer le Flare X, le Flare Farm, le Flare Wrap, le Flare Loans, le Flare Mutual et le Flare Mine. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais mettre la playlist dans ma description. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir qu'est-ce qui est encore plus... la vidéo pour avoir plus d'explications sur chacun des produits. Il va y avoir aussi 3 tokens de gouvernance, 3 tokens à l'intérieur. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Yield Flare est le jeton de gouvernance secondaire et de frais d'échange principal pour l'écosystème de Flare Finance. Donc le YFLR est un des jetons principaux. Le YFIN est le principal jeton de gouvernance et d'agriculture de rendement pour l'écosystème de Flare Finance. Le Yield Mine est un jeton d'augmentation du taux d'extraction et de consommation de rendement pour l'écosystème Flare Finance. Puis vous mettez aussi des liens. Qu'est-ce que le XUSD? Le XUSD est la première pièce stable enveloppée sur le réseau Flare. Ce sera un moyen pour les gens d'envelopper leur USDC, leur USDT, leur DAI et leur
TUSD sur le réseau Ethereum et de créer un nouveau XUSD stable sur le réseau Flare. Puisqu'il est adossé à différentes pièces stables auditées, il offre un moyen couvert de maintenir son ancrage contre un dollar grâce à des valeurs de pièces stables variables qui sont maintenues dans le contrat. Donc, en d'autres termes, le XUSD va pouvoir vous amener des stablecoins du réseau Ethereum sur Flare Finance et participer avec de la valeur sur Flare Finance. Comment obtenir certains de ces jetons? À l'occasion du premier anniversaire du lancement du réseau principal de Flare, Flare Finance lancera il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 millions de DAO Flare, de D-Flare. Ce qu'on va recevoir en deuxième airdrop. On va recevoir du XRP, on va recevoir du Flare. On va recevoir un premier 15%. Ce premier 15% va nous donner la même valeur en jetons D-Flare. Mais pas la même valeur, mais le même nombre de jetons D-Flare. Et c'est marqué ici que le D-Flare a aucune valeur jusqu'à ce qu'il soit échangé. Donc, si vous avez des D-Flare, en d'autres termes, restez pas avec. Vous allez avoir une semaine, techniquement, pour les échanger pour des Y-Flare. C'est super important. C'est bien important que vous compreniez ce bout-là. Les D-Flare ne valent rien. À moins qu'il y ait un avis contraire, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il n'a aucune valeur, et c'est encore dit ici. Mais ça va vous donner des Y-Flare. Ceux-là sont importants. À tous les détenteurs, donc je recommence. Flare Finance lancera 40 millions de DAO Flare, D-Flare, sans valeur à ce qu'ils soient échangés, à tous les détenteurs de Spark, FLR, à un ratio qui reste à déterminer. Une fois livrés, les détenteurs de D-Flare doivent se rendre sur https://claims.flare.finance, qui n'est pas encore live, pour commencer la procédure d'échange. Les détenteurs échangeront leur D-Flare contre des Y-Flare. Après avoir examiné quelques vidéos d'information, accepté certains termes et accords de base et poursuivre la réclamation. Une fois votre Y-Flare réclamé, vous pourrez commencer à cultiver le rendement sur la plateforme Flare Farm pour gagner des Y-Fin ou l'utiliser pour trader sur Flare X. Y-Fin et Y-Min ne peuvent être gagnés que par l'agriculture de rendement et l'exploitation minière de rendement, respectivement. Et là, la prochaine section, elle est très comme drôle, intéressante. Parce que personne ne connaît l'équipe de Flare Finance. Et là, ils expliquent pourquoi. Et pour vrai, ceux qui n'aiment pas les théories du complot vont pas comprendre trop, je pense. Flare Finance est une équipe indépendante de 6 personnes avec plus de 40 ans d'expérience combinée dans divers domaines liés aux affaires, entre parenthèses, 25 ans et plus, au développement, 35 ans et plus, et à la crypto-monnaie, 32 ans et plus. Nous sommes en aucun cas affiliés à une équipe de développement actuelle, y compris, mais sans s'y limiter, Ripple, XRP Labs, Flare Networks ou tout autre affilié associé. Flare Finance n'a aucune affiliation avec des entreprises de capital risque, des incubateurs, des accélérateurs, des launchpads ou toute autre forme d'entité d'investissement. C'est sûr, si tu veux rester décentralisé, tu n'as pas le choix. Pourquoi êtes-vous une équipe anonyme? C'est là que je vous parle. L'équipe est actuellement anonyme, mais est composée de 6 personnes qui construisent le produit entièrement de leur poche. Nos identités sont conservées en sécurité et vérifiées avec l'équipe du réseau Flare, et elles fournissent différents niveaux de surveillance pour s'assurer que le projet que nous réalisons est un ajout positif à l'écosystème et non négatif. Nous n'avons pas l'intention d'adopter une approche obscure. Mais nous sommes d'avis que nous sommes confrontés à de lourdes conditions de concurrence. Des banquiers,
des cadres supérieurs et des personnes qui pourraient voir notre DeFi pour XRP comme une menace pour leur entreprise. Nous ne souhaitons pas que notre projet ne se concrétise pas en raison d'une série d'événements malheureux. Donc, je répète les deux dernières phrases pour que vous compreniez bien pourquoi ils sont anonymes. Nous n'avons pas l'intention d'adopter l'approche obscure, mais nous sommes d'avis que nous sommes confrontés à de lourdes conditions de concurrence. Ça, c'est à la base, ça va. Je comprends. Des banquiers, des cadres supérieurs, des personnes qui pourraient voir de la DeFi pour XRP comme une menace pour leur entreprise. Nous ne souhaitons pas que notre projet ne se concrétise pas en raison d'une série d'événements malheureux. Je vous laisse interpréter le tout. Par conséquent, nous créons d'abord le projet de manière anonyme et nous aurons une surveillance constante de la part de l'équipe de Flare Network. Vient le moment où nous sentons qu'il est sûr, approprié et nécessaire de se présenter. Donc, éventuellement, j'imagine, quand tout va être parti et qu'ils n'auront plus de décisions à donner dans le réseau, ils vont sortir et dire qui ils sont. Comment puis-je contribuer à Flare Finance? Flare Finance est une organisation autonome, décentralisée, exploitant une plateforme financière véritablement décentralisée. Je l'ai mis en rouge. L'équipe Flare Finance aidera à guider l'écosystème, mais il appartient en dernier lieu aux détenteurs eux-mêmes de proposer des idées pour l'orientation future de Flare Finance. De plus, Flare Finance accorde des subventions et des investissements à de nouveaux développeurs à la recherche d'un soutien financier pour le lancement de leurs produits dans l'écosystème Flare. Quelle est la date de votre instantané? La date de notre instantané sera le premier mois d'anniversaire du lancement du réseau principal Flare. Cela étant dit, la date exacte reste à déterminer et dépend du lancement du réseau principal. Nous vous fournirons un préavis raisonnable le moment prévu. En d'autres termes, le réseau Flare part. Un mois plus tard, Flare Finance part. Quels échanges portefeuille prennent en charge le langage aérien? Ceux-ci seront bientôt annoncés. Nanana. En gros aussi, là, puis ils disent aussi que le Decent Wallet va être le premier portefeuille matériel pris en charge. Ce qui est très intéressant. Mais en d'autres termes, là, posez-moi pas la question si votre échange de support. Je peux peut-être vous répondre, mais en même temps, souvent, ce qui arrive, c'est que moi, je fais la recherche pour vous répondre. En d'autres termes, en gros, vous faites Flare, mettons, Coinbase, airdrop en recherche. Vous allez certainement trouver des articles qui vont répondre à votre question. Ce genre de questions-là, je la vois souvent passer. C'est correct. J'ai aucun problème à répondre, mais comme je disais tantôt au début de la vidéo, j'ai de moins en moins de temps. Et je crois que ceci est facilement trouvable par celui qui pose la question. Juste à écrire la question, ça équivaut au temps de recherche. Parce que chaque échange est spécifique à lui-même. Et je ne les connais pas tous. Et aussi, ceux qui connaissent la réponse, je vous invite à répondre à leurs questions aussi. Et moi, je vais continuer à les répondre quand je le sais. Mais je pense que je ne prendrai plus le temps de vérifier quel échange je le fais ou le fait pas. Parce que ça devient trop compliqué à un moment donné. J'aime mieux vous amener du contenu de qualité comme en ce moment que de passer ma journée à répondre. Si vous prenez pas ne le prenez pas mal. C'est juste des fois, pour vrai, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans le coin du XRP, de Flare, du XRP, c'est souvent un commentaire qui revient. Les gens ont besoin des fois de se prendre mieux en main, en d'autres termes. C'est pas grave, on continue. Combien de DFlare sont émis aux détenteurs de Flare? Un DFlare de 40 millions sera... Il y aura 40 millions de DFlare qui seront émis aux détenteurs de Flare. Quel est le ratio? Le ratio reste à déterminer, mais plongeons dans un exemple. Disons que 23 milliards de Flare sont parachutés aux détenteurs de XRP et que 40 millions, mon ventre fait du bruit, 40 millions de DFlare sont largués aux détenteurs de Flare. Cela signifierait que le rapport de Flare à DFlare est de 575 Flare
pour un D-Flare. Ceci n'est un exemple, mais il pourrait être un nombre proche en raison des statistiques récentes disponibles. Que faire si quelqu'un achète Flare après le largage Flare? Vont-ils recevoir des flares supplémentaires pour les flares nouvellement achetés? C'est une question qui revient souvent. On a la réponse. Oui, vous pouvez tout à fait acheter plus de flares avant la date de l'instantané pour recevoir une plus grande distribution de flares. Ce serait la même chose que la façon dont la plupart des gens ont acheté plus de XRP pour obtenir plus de flares. Bon, là, je dirais que, par exemple, il va falloir voir quand le réseau de Flare Finance va rentrer il va commencer à être disponible. Peut-être que là, à ce moment-là, on ne pourra plus avoir plus de D-Flare. Quand aurons-nous le largage de D-Flare? Je suis rendu à 1 heure déjà. Votre allocation de D-Flare arrivera dans le même portefeuille dans lequel vous détenez votre Flare. Entre parenthèses, si le portefeuille / l'échange prend en charge notre parachutage. Encore une fois, c'est propre à chacun des échanges. Mais si vous avez un portefeuille Ledger, d'après moi, c'est un peu ce qu'on nous explique. On va voir, parce que je pense que c'est juste Decent que présentement il va le supporter. Et on a obtenu la nouvelle hier que BitTrue allait supporter aussi. Donc, tous ceux qui ont un compte BitTrue, techniquement, on va pouvoir envoyer nos flares pour recevoir des D-Flares. Donc, encore une fois, le lien est dans ma description si vous voulez vous inscrire. Et vous êtes plein à vous avoir inscrit, donc vous allez être plein à pouvoir avoir cette option-là tout de suite dans votre tête de disponible. Donc, arrivera dans le même portefeuille que vous détenez votre Flare sans que vous ayez à faire autre chose que d'ajouter une adresse de contrat à votre portefeuille, entre parenthèses le cas échéant. Il arrivera 7 à 10 jours après la mise de vue. OK, il va arriver 7 à 10 jours plus tard après le snapshot, après la photo de Flare, auquel moment vous pourrez réclamer vos Y-Flare. Donc, on va avoir 7 à 10 jours pour réclamer nos Y-Flare aussi. Je pense que c'est ça qu'il voulait nous dire. Là, tu vois, c'est pas clair cette question-là. Pour moi, c'était clair avant, puis là, ça me met un doute, mais techniquement, c'est censé être juste 15% des flares, le premier airdrop qu'on va recevoir, qui vont pouvoir réclamer des D-Flares. Parce que là, ici, obtenons-nous seulement 15% du D-Flare alloué lors du premier largage par Flare Finance. Et vous recevrez 100% de votre D-Flare par rapport à vos avoirs en Flare si l'échange prend en charge le largage, le airdrop. Mais ils ne nous disent pas que si ça reste quand même juste le premier 15%, mais je suis pas mal sûr que oui. Les utilisateurs qui ont utilisé un échange pour participer au parachutage de Flare Networks obtiendront-ils leur D-Flare à 100%? Uniquement si l'échange prend en charge le parachutage. Donc, ça complète je pensais qu'elle allait être plus courte, quand même 1 heure, mais ça complète la différence. C'est vraiment, donne beaucoup de grandes lignes. N'oubliez pas que j'ai parlé de Trustline. Trustline est une autre application qui va fonctionner sur le Flare Network. Ou je ne sais pas si c'est Flare Network ou Flare Finance, mais c'est comme une troisième DApp. C'est un bel exemple d'une autre entité qui peut rouler sur le Flare Network. OK? J'ai aussi une belle playlist que je vais vous mettre en description où je parle de plusieurs produits et de plusieurs choses, dont le airdrop si vous ne l'avez toujours pas fait avec vos XRP. L'installation du portefeuille MetaMask que j'ai sorti hier, que vous êtes plusieurs à être contents d'avoir vu cette vidéo. Elle semble être assez claire pour vous, que les opérations deviennent faciles à faire. Encore une fois, je vais vous laisser les liens dans la description. Fait que ça termine pas mal ce que j'avais à dire. J'espère qu'au moins on ait réussi à démystifier le tout. Gardons ça simple. Flare Network est un réseau, on pourrait dire comme Ethereum. Parce que Ethereum, dessus, il y a plusieurs applications, plusieurs dApps. Bon, on peut voir que Flare Finance est un dApps qui roule sur Flare Network. En gardant ça simple. Ouf! Je m'enfarge dans ma langue aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé ça.
Je sais que c'est un petit peu long, mais si on veut répondre aux questions, des fois, il faut prendre le temps. C'est compris? Des fois, sont longues mes vidéos, mais c'est pas pour rien. C'est que j'essaie de vous démystifier le tout. Le mieux que je peux. Donc là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Pour que les autres puissent mieux vous aimer. Et oui, puis un petit sourire, ça change tout. Un petit sourire dans une journée, ça change tout. Ça fait des miracles, mais on s'en rend même pas compte nous-mêmes. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. À la prochaine. Yeah. Ciao.